Alors, lorsque l'on parle de notation et de partition, il faut bien prendre conscience du fait que la musique écrite n'est qu'une toute petite partie de l'ensemble des musiques de par le monde. C'est-à-dire qu'en fait, la plupart des musiques sont de tradition orale. Ça, je crois qu'on tend trop à mettre cet aspect-là sous silence. Or, l'écriture musicale est tout à fait concentrée, enfin est en grande partie concentrée sur l'Occident, et elle a fait l'objet d'une évolution très lente, qui est très fascinante, dont ce qui est le plus connu, c'est-à-dire l'aspect solfégique, n'est qu'un aspect tout à fait particulier. Mais donc, ce solfège que l'on connaît a mis des siècles à se sédimenter, à trouver sa forme sous laquelle aujourd'hui on travaille, mais qui n'est que très partiel. Je dirais pourquoi. C'est-à-dire que le solfège dont on dispose aujourd'hui pour écrire la musique permet un certain nombre d'opérations, évidemment, de lecture, de déchiffrage, mais exclut plein d'autres choses. On verra en quoi il a été nécessaire, au XXe siècle notamment, de rajouter plein de signes pour témoigner de phénomènes sonores qui étaient exclus par le solfège traditionnel. Mais donc je ne veux pas faire une histoire de la musique, mais enfin je vais repasser, si vous voulez, par quelques étapes fondamentales qui ont mené à cette éclosion du solfège. Alors ce qui est extrêmement intéressant, c'est de voir qu'au départ, enfin là je remonte au 1er siècle de notre ère, il n'y avait pas de notation à proprement parler, mais par exemple, vous aviez, par rapport à une assemblée de choristes, enfin, par exemple dans le cas de monastères, vous aviez un individu qui s'appelait le domesticos, qui était le chef de chœur, le chef d'orchestre, si on peut dire, et qui faisait des gestes avec son bras droit, qui faisait des gestes pour indiquer, pour simuler la hauteur du son. Donc, vous voyez, c'est intéressant parce qu'on a une première étape vers ce qui sera ensuite la transcription de ces gestes dans un espace graphique. Mais au départ, c'était des gestes. Alors évidemment, à cette époque-là, il n'était pas question d'improviser quoi que ce soit. Donc la notation, mais sous la forme de gestes, avait purement et simplement une fonction d'aide-mémoire. C'est-à-dire que cela permettait de se repérer, mais encore une fois, et bien sûr, tout cela était absolument fixé et les chanteurs savaient exactement ce qu'ils voulaient faire. Mais ça permettait donc d'avoir des repères dans le temps. Donc ça, si vous voulez, c'est la première pseudo-notation qui était purement gestuelle. Et puis de là, eh bien, on va avoir un passage vers donc des premiers graphismes. Au départ, ce qui est assez amusant, c'est qu'il y avait une ligne, donc dans des parchemins, une ligne qui était tracée en creux dans la page, et autour desquels allaient se situer des signes pour traduire l'élévation ou la remontée ou la descente de la voix. Et puis, très progressivement, on va passer de cette ligne qui était presque en filigrane, si on peut dire, dans le papier, cette ligne va être tracée, et puis il y aura plus de lignes, et ça va se stabiliser beaucoup plus tard. Par exemple, là, vous avez ici un extrait de la Musica Ankyriadis qui date du IXe siècle, et donc, à cette époque-là, il pouvait y avoir, par exemple, autant de lignes qu'il y avait de notes, donc on n'était absolument pas dans les 4 lignes de la portée qui vont correspondre à l'écriture grégorienne par la suite, ou les 5 lignes qui correspondent à notre propre notation aujourd'hui. Là, par exemple, on avait autant de lignes qu'il y avait de sons, et le texte était découpé pour épouser la ligne mélodique. Donc vous voyez, il y a eu des tâtonnements extraordinairement variés selon les lieux, les monastères, etc. Et donc là, voilà un exemple de cela. Alors, je vais vous montrer un autre exemple. Donc encore une fois, il s'agit vraiment que... Voilà, par exemple, ça c'est le manuscrit de Saint Martial de Limoges, donc XIIe siècle. Alors là,
vous avez des petites figures qui ressemblent à des notes, mais en fait qui sont des inflexions de la voix, et qu'on appelle des neumes. Alors des neumes, ça veut dire, l'étymologie n'est pas absolument certaine, ça peut renvoyer à pneuma, donc à la respiration, ou à neuma, qui veut dire signe. Mais en tout cas, c'est des signes qui indiquent comment infléchir la voix. Et ce qui est assez intéressant aussi à signaler, c'est que vous avez par exemple des signes qui indiquent un mouvement ascendant de la voix et d'autres un mouvement descendant, et donc ça s'apparente à des accents. Et ce qui est intéressant à signaler, c'est que justement le mot accent viendrait de ad cantus, c'est-à-dire pour le chant. Donc accent aigu, grave, etc., donc qui indique une inflexion de la voix. Donc par exemple, on avait des accents de ce type au-dessus de textes poétiques, ça remonte à dire beaucoup plus loin que les premiers siècles de notre ère, puisqu'on a trouvé cela aussi pour des manuscrits de Virgile, par exemple. On ne savait pas très bien à quoi correspondaient ces petits signes, c'était justement des signes pour marquer l'évolution vocale par rapport au texte poétique. Alors là, voilà, vous avez donc dans ce manuscrit de Saint-Martial de Limoges, vous avez donc des neumes qui permettent de cantiler le texte sacré. Et voilà, ça c'est plus tardif, donc là c'est le XVe siècle, et là c'est avec l'apparition de l'imprimerie, et on a aussi des neumes, mais qui sont beaucoup plus cadrés, si vous voulez, que avant l'apparition de l'imprimerie, où le rôle de l'écriture manuscrite jouait un rôle beaucoup plus prédominant. Donc tout ça pour vous dire que très progressivement va se préciser la notation. D'abord, ce qui va être précisé en premier lieu, c'est la hauteur du son, qui correspondait évidemment à la voix chantée. Il correspond aussi à l'expression du texte. Donc c'est la hauteur qui va être fixée en tout premier lieu. Ensuite, ça va être la durée, le rythme. Et puis, bien plus tard, vont intervenir des indications concernant l'intensité, la dynamique du son, ou bien encore le timbre. Ça, c'est quelque chose qui va venir beaucoup, beaucoup plus tard. Et encore une fois, cela varie très, très fortement selon les compositeurs. Il faut, si vous voulez, être très prudent. On a une vision très rigide, en fait, si vous voulez, de l'écriture musicale. En fait, l'écriture musicale, elle peut être objective sur certains plans et tout à fait subjective sur d'autres. Là où elle est objective, c'est en ce qui concerne, enfin relativement objective, c'est ce qui concerne la hauteur du son. Encore que, bon, par exemple, si j'ai une note là, mais à quel diapason est-ce que je me réfère? C'est-à-dire, est-ce que c'est le diapason moderne, c'est-à-dire un La 440, 444, ou bien est-ce que c'est un La beaucoup plus ancien, ce qui pourrait aller presque jusqu'à un demi-ton d'écart en quelques siècles en arrière. Donc, si vous voulez, il faut être prudent. Mais en tout cas, la hauteur est un phénomène que je vais pouvoir cerner de manière presque scientifique, je dirais. Hein, donc, ce qui correspond à des hertz. Maintenant, en ce qui concerne la durée, bon, là aussi, je peux, par exemple, avoir des proportions tout à fait stables. Enfin, je peux écrire assez précisément la durée. Alors, le problème après, c'est que, par exemple, si je me sers de notation correspondant au tempi, là, ça peut dépendre beaucoup de la manière dont je comprends le qualificatif allegro, adagio, etc. Alors, avec le métronome, on a pu quantifier, arriver à une beaucoup plus grande précision en ce qui concerne la durée, mais peut-on réduire l'interprétation d'un morceau à la stricte application d'un mouvement métronomique? Debussy, par exemple, a dit que pour ses œuvres, le tempo qui est indiqué ne correspond guère plus qu'à une mesure et qu'après, il faut relativiser tout cela.
Il y a une assez jolie histoire à propos de Stravinsky. Stravinsky avait justement déclaré qu'il voulait être très très précis dans ses notations. Donc il disait « Je ne veux pas que ma musique soit interprétée, je veux qu'elle soit exécutée. » Donc c'est-à-dire vraiment à la lettre. Et le plus possible par rapport à ce qui a été noté. Bon. Et puis un jour, une brave dame lui propose de lui jouer sa sonate pour piano. Elle lui joue sa sonate. Et puis Stravinsky dit « Oui, c'est bien, madame, c'est bien. C'est pas mal. Seulement, vous savez, madame, dans la musique, ce qui compte, c'est le rubato. » Alors, qu'est-ce que c'est que le rubato? Le rubato, c'est le temps dérobé. C'est justement toute cette flexibilité. Alors, cette malheureuse qui s'était acharnée à jouer exactement ce qui était noté sans un iota de différence, elle était évidemment pour le moins surprise. Ce que voulait dire Stravinsky, en fait, dans ses déclarations théoriques, c'est qu'il ne voulait pas que l'interprète prenne trop de liberté par rapport à la notation. Mais c'est sûr qu'on ne peut pas tout figer dans une pièce. Tout à l'heure, donc, il était question de Stockhausen, et un jour j'avais découvert, enfin, je ne sais pas, sur le bureau de Stockhausen, il y avait un mot, une lettre, où il parlait de ces pièces pour piano qui devaient être jouées dans je ne sais plus quel concert. Et alors il disait, il faut que ces pièces soient jouées sur un Steinway modèle B. Bon. Alors là, vraiment, la précision va jusqu'à un point extravagant, parce que, bon, très bien, ok, et si le modèle B n'existe plus, si ensuite on a un modèle C, qu'est-ce qu'on fait? On ne joue plus les pièces de Stockhausen? Enfin, c'est absurde. C'est-à-dire, il y a un moment où il faut arrêter de vouloir tout préciser. Et puis, de toute façon, dans quelle acoustique? Enfin, je veux dire, si je joue ici, je devrais peut-être moduler mon tempo et jouer plus vite ou plus lentement que si je joue dans un espace plus résonnant, etc. Donc tout ça, il faut relativiser complètement cette question de la notation et ne pas considérer que l'œuvre est contenue tout entière dans la notation. La notation, c'est une transition vers quelque chose, et alors le compositeur peut être plus ou moins précis, mais jamais totalement précis. Je crois que ça, si vous voulez, c'est un point extrêmement important à souligner. Alors donc très progressivement au cours des siècles, vous allez avoir de plus en plus de précision en ce qui concerne par exemple je disais les dynamiques. Par exemple, c'est au XVIIIe siècle avec l'école de Mannheim qu'on a les premiers crescendo, décrescendo. Avant il n'y avait pas. Il y avait tout simplement, bon, éventuellement P, F, piano, forte, et puis c'est tout. Mais après c'est au musicien, selon son humeur, selon ce qu'il sent de la pièce, de concrétiser ces dynamiques, ces intensités. Si vous voulez, l'histoire de la musique est beaucoup plus souple que ce que l'on croit d'habitude, jusqu'à à peu près jusqu'au fin XVIIIe. C'est-à-dire c'est à peu près à partir de la Révolution française où la notion de droit d'auteur va s'imposer et où les compositeurs vont de plus en plus chercher à protéger leur œuvre. Protéger légalement, d'ailleurs, c'est l'époque des premières sociétés d'auteurs, et puis protéger aussi de tout ce qui pouvait se passer au niveau des interprètes. Par exemple, je pourrais vous en citer plein de cas, mais dans la première de l'Orphée de Gluck, les chanteurs intégraient d'autres airs, carrément. C'est-à-dire qu'ils les mettaient en valeur. Donc c'est tout à fait étonnant. Enfin, donc on avait les airs de l'Orphée de Gluck, plus le ténor avait envie de chanter tel air, il l'intégrait. Bon, c'est très très étonnant, si vous voulez. Donc cette rigidité, aujourd'hui, cette hyper-protection que l'on peut constater, en fait, elle est très, très récente. Toutes sortes de licences étaient possibles. D'ailleurs, si vous tombez un jour sur l'encyclopédie Fasquelle, il y a un très bon article sur interprétation, et vous verrez tout ce qui était possible de faire, par exemple, jusqu'à la fin XVIIIe, par rapport aux partitions. C'est-à-dire on pouvait réduire l'effectif, on pouvait jouer dans un autre tempo, on pouvait intercaler certaines pièces, etc. C'était vraiment très, très extrêmement, je ne dirais pas libre,
bien qu'il y ait aussi une part de liberté dans certains cas, puisque, comme par exemple dans les cadences des concertos, mais ce n'est pas du tout cette forme que ça a pris ensuite de fixité. Alors, donc, si vous voulez, tout cela va se fixer progressivement jusqu'au 19e. Alors, avec des appareils, je ne peux pas aller dans les détails, mais par exemple, vous avez des phénomènes comme les ornements, par exemple, à l'époque baroque, qui sont très, très fascinants, parce qu'ils variaient d'un compositeur à un autre, d'un pays à un autre. Et donc, tout dépendait, en fait, Il y avait une table des ornements, par exemple, comme on a aujourd'hui, par exemple, pour certaines partitions contemporaines, on a un tableau explicatif des signes. Il y avait, par exemple, le tableau explicatif des signes correspondant à l'ornement que l'on va jouer par rapport à telle note. Alors, ce qui est aussi assez amusant, c'est que c'était très vivant à l'époque et ça dépendait aussi, parce qu'on vivait dans la musique du temps. À ce moment-là, on ne vivait pas comme aujourd'hui, en grande partie sur le passé. On vivait la musique qui se faisait. Par exemple, si vous prenez l'édition de L'art de toucher de clavecin de Couperin, eh bien vous trouverez à la fin une note où Couperin explique que, bon, s'il y a des signes qui ne sont pas très clairs, il reçoit tous les mercredis après-midi à 18h chez lui à telle adresse. Bon. Alors, évidemment, peut-être qu'à l'époque, alors ça devait être pratique. Aujourd'hui, je ne crois pas ça puisse servir à grand-chose. Mais enfin, c'est assez amusant. Ça prouve aussi que c'était très très vivant, c'est-à-dire c'était le contact entre le compositeur, l'interprète, et puis voilà. Donc il y a eu ces ornements qui étaient aussi très très individualisés, et puis progressivement, la notation s'est rigidifiée, codifiée d'une manière beaucoup plus uniforme jusqu'à, disons, fin du XIXe siècle. Et puis c'est à partir du XXe siècle où là les choses ont évolué de manière extrêmement forte pour plusieurs raisons. D'abord, une des raisons, c'est que, comme je vous disais au départ, la notation ne permet pas de fixer certains sons. Si je fais ça, par exemple, vous le notez comment? Bon, il n'y a pas de signe pour ça. Donc il faut inventer un signe. De même, par exemple, Bartók l'a remarqué très tôt, il y a toutes sortes de sons, par exemple, dans les musiques traditionnelles, qui ne correspondent pas à la division en 12 sons. Mais, par exemple, il y a des éléments microtonaux, des quarts de ton, voire des huitièmes de ton. Comment les noter? Donc là, il faut utiliser des signes supplémentaires ou adapter, par exemple, des signes pour rendre compte de ces sons donc, qui sont exclus. Donc les bruits sont exclus, les sons qui ne correspondent pas aux 12 sons également sont exclus. Donc ça veut dire, à partir donc des premières décennies du XXe siècle, que les compositeurs vont mettre au point toutes sortes de systèmes de signes pour pallier les carences, enfin les manquements dus au solfège qui étaient basés sur une prédominance d'abord très très forte de l'aspect harmonique, un peu aussi de l'aspect rythmique, mais au détriment d'autres propriétés du son, notamment du timbre, qui n'est en général que très peu indiqué, alors que par exemple, avec Schoenberg, Bartók, etc., on va de plus en plus préciser, par exemple, qu'on joue, si je prends les instruments à cordes, sous le ponticello, sous le tasto, etc. Enfin bon, avec tout l'archet, en écrasant l'archet sur la corde, etc. Enfin, il va falloir trouver toutes sortes de signes pour traduire cette grande pluralité de modes de jeu instrumentaux. Donc voilà, donc ça va s'étendre considérablement. Et donc, je peux vous donner... Alors, qu'est-ce que... Ah oui, je suis passé sur... Alors ça, c'est le XVe siècle. Donc là, je refais un petit retour en arrière pour vous montrer qu'il y a aussi un aspect très visuel, enfin très graphique. Et là, c'est en fait un motet de Baud-Cordier qui date du XVe siècle et qui donc prend cette forme de chœur. J'en avais un autre aussi qui est très beau.
Donc vous voyez, il y avait c'est ce qu'on appelait l'ars subtilior, l'art subtil. Alors, pour revenir à notre époque, par exemple, voilà, j'espère que vous le voyez bien, donc un extrait de la Sequenza 3 pour voix soliste de Luciano Berio, qui date de 1966, et vous voyez que de temps en temps, il fait appel à des portées, lorsqu'il a besoin, par exemple, de fixer une hauteur, et puis par contre, quand il a besoin, par exemple là ce sont des sortes de bruits ou des respirations, et bien à ce moment-là, il fait éclater la portée à une seule ligne, à 5 lignes, et par exemple, il va y avoir un seul repère par rapport auquel les phénomènes bruiteux vont s'inscrire. Ou des rires, par exemple, vous voyez, donc, alors bien sûr, il y a encore une fois un mode d'emploi pour savoir à quoi correspondent ces différents graphismes. Et là, c'est très précis. En fait, il a cherché à représenter graphiquement les différents modes d'émission de la voix qui vont donc du chuchotement à la respiration, au rire, au cri, etc. Et au chant également, mais le chant étant un des cas de figure. Mais si vous voulez, c'est quelque chose que les compositeurs ont ressenti très tôt. Par exemple, là, voilà, ça c'est une partition de Luigi Russolo, qui est aussi un peintre, enfin c'est à la fois un peintre, un théoricien, c'est lui qui a écrit L'Art des bruits en 1913, et ça c'est une partition de lui qui s'appelle L'éveil d'une cité, pour des instruments qu'il a inventés, ululeurs, crépiteurs, etc., etc. Donc il appelait ça, c'est des bruiteurs, c'est des instruments qui font du bruit, et comme ce sont des instruments qui ne sont pas à hauteur déterminée, eh bien, donc, ça n'avait pas de sens. Alors il a quand même conservé la portée, mais ça ne correspond plus à des notes, mais donc à des bruits. Donc il a essayé de détourner l'aspect hauteur repérable pour plutôt évoquer un monde de bruit. Alors, voilà. Si déjà il y a peut-être, on n'est pas obligé de réserver les questions à la fin. Si vous avez déjà des questions, n'hésitez pas. Hein. On peut procéder comme ça. On peut faire un premier lot de questions. S'il n'y en a pas, je continuerai. Mais enfin, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Par contre, je ne vois rien. Je ne vous vois pas. C'est dommage. Oui. Ah, bien sûr. Ah oui, oui, bien sûr. De toute façon, il y a beaucoup de chercheurs. Si vous voulez, ça fait partie. C'est vrai que les musiciens, disons, de musique ancienne ou très ancienne, comme dans le cas de Limoges, sont nécessairement des chercheurs. Parce que, si vous voulez, autant, si vous prenez une partition de Chopin, bon, il n'y a pas beaucoup de mystère au niveau de la notation. Tout est clair, tout est limpide. Mais si vous prenez déjà une partition baroque, il y a beaucoup de recherches à faire. Alors, à plus forte raison pour les notations pneumatiques, mais il y a plein de chercheurs qui le font d'une manière extraordinaire. Mais ça donne lieu, alors après, à toutes sortes de polémiques. Ça, je vous passe les détails. Mais bien sûr, oui, c'est chanté. Et les neumes, par exemple, le chant grégorien est travaillé dans des abbayes comme Solesmes, comme enfin, plein d'abbayes où on travaille sur les neumes. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, alors si vous voulez donc, encore une fois, au XXe siècle, vous avez une partie des compositeurs qui va tenter d'enrichir le répertoire des signes en ajoutant des signes correspondant donc à ces modes d'action, à ces modes de jeu qui n'étaient pas présent dans la musique classique, ce qui pose d'ailleurs un problème aujourd'hui, par exemple, avec les logiciels dont on se sert, parce que les logiciels sont faits pour des musiques très commerciales,
et qui ne travaillent pas, par exemple, sur des recherches de timbres particuliers ou sur des durées. Bon, vous avez vu comment la partition de Berlioz était notée, c'est-à-dire qu'elle n'est pas notée avec des mesures cadrées, mais c'est proportionnel. Si vous dites tous les 5, par exemple 5 cm, ça va correspondre à 5 secondes. Donc là, c'est une manière autre d'écrire les durées. Et ça, par exemple, avec les logiciels, ça pose un énorme problème actuellement. Donc il faut détourner les logiciels qui sont conçus pour des musiques commerciales, il faut les détourner pour arriver à s'en emparer et à ce qu'elles puissent répondre à nos besoins. Donc, si vous voulez, les compositeurs vont enrichir le répertoire de tous ces signes, instrument par instrument. Moi, je les ai un peu recensés. Si vous voulez, alors vous allez avoir pour le violon tel signe qui correspond par exemple à un pizzicato avec l'ongle, tel signe qu'on appelle aussi d'ailleurs Pitz-Bartok maintenant, ou bien tel signe qui va correspondre, etc., à tel mode de jeu non conventionnel. Mais alors, vous avez, à partir des années 50, vous allez avoir une toute autre conception de la notation qui va être avancée par un certain nombre de compositeurs, en particulier aux États-Unis, ceux qu'on appellera les compositeurs de l'école de New York, c'est-à-dire Earl Brown, John Cage d'abord, Earl Brown, Morton Feldman et Christian Wolff. Alors là, si vous voulez, c'est une grande mutation qui va s'opérer. C'est-à-dire que ces compositeurs-là vont se dire, est-ce que la partition, c'est une somme d'ordres adressée par un compositeur à des interprètes? Ou bien est-ce que ce n'est pas plutôt quelque chose de l'ordre de la suggestion, qui soit moins rigide? Pour en revenir à la première conception, moi je me souviendrai toujours, Stockhausen nous disait dans ses cours, voilà, quand vous utilisez une icône, quelque chose comme ça, une image, il faut qu'elle soit aussi claire que lorsque vous êtes dans une gare, vous voyez une valise, bon, vous savez que ce n'est pas les toilettes, hein, donc vous savez ce que c'est. Bon, c'est pareil, lui, il estimait que la notation, ça devait être ça, c'est-à-dire d'une clarté optimale, même si ça peut être très très complexe. Et je dois avoir d'ailleurs peut-être une partition de Stockhausen. Bon, là, par exemple, alors là, c'est une partition un peu spéciale. C'est une partition où vous avez une bande magnétique qui est indiquée dans la partie supérieure de l'image, et puis le reste, ce sont des actions de la percussion et du piano qui réagissent. Donc, si vous voulez, vous avez donc ces petits graphismes, ça correspond à une simulation par Stockhausen de ce qu'il y a sur la bande. Mais ce n'est pas à jouer. La bande est diffusée et les musiciens réagissent. Par exemple, à 15 minutes 7 secondes, ils vont faire intervenir, le pianiste fait intervenir la petite figure qui est en bas, etc. Voilà, par exemple, le type de notation qui se veut aussi efficace que possible. Et encore une fois, c'était la volonté de Stockhausen. Bien que dans son cas, par exemple, là je vais vous montrer une autre partition où il y a un aspect, bon, elle n'est pas très très nette, mais c'est une partition mobile, et vous avez une réglette qui est donc c'est cette partie plus sombre, et que le musicien peut déplacer circulairement sur la partition, et ça lui permet de rajouter un certain nombre d'éléments ou de préciser un certain nombre d'éléments. Donc voilà, là la partition devient quelque chose comme un objet, mais c'est relativement rare chez Stockhausen. Sinon, si vous voulez, pour en revenir à l'école de New York, donc vous avez un certain nombre de compositeurs qui vont se dire il faut donner à l'interprète un autre statut que celui d'un simple de quelqu'un qui obéit servilement aux demandes du compositeur. Et c'est par exemple ce que Cornelius Cardew, un compositeur anglais qui était un peu dans cette lignée-là au départ, appelait les tons de voix que le compositeur va choisir d'adopter vis-à-vis des musiciens. Quel ton de voix? Est-ce que c'est un ton de voix autoritaire? Là, il n'y a pas de critère moral en jeu. Est-ce que c'est autoritaire? Voilà, je mets ce signe sur la partition, et donc tu es prié de le jouer aussi
précisément que possible. Alors là, par exemple, je vais vous montrer un cas de figure où il y a une espèce de surcharge monstrueuse. Là, c'est une pièce pour flûte. C'est un solo pour flûte de Ferneyhough, Brian Ferneyhough, où alors là, on a une accumulation de prescriptions qui est à la limite de l'impossibilité pour l'interprète. Alors vous voyez qu'il se sert aussi de sa voix, etc. Donc c'est terriblement, ça c'est vraiment une complexité, je dirais, infernale. Bon, ça c'est l'extrême, c'est-à-dire le ton le plus autoritaire, quitte à ce que d'ailleurs le musicien soit obligé de contourner un peu les ordres adressés par le compositeur, parce qu'il n'y arrive plus. Ça, dans la musique sérielle, par exemple, des années 50, vous avez comme ça plein de cas où l'interprète arrive très difficilement à juguler tout le lot d'informations qui lui est transmis, avec des superpositions de rythmes, quintolet, triolet, septolet, tout ça en même temps. Donc ça devient hallucinant. Et donc ce ton de voix-là, donc, il est le plus autoritaire, et puis on peut aller inversement, si on peut dire, vers une très très grande liberté, jusqu'à aller pratiquement à l'improvisation. Et donc les compositeurs de l'école de New York ont utilisé le graphisme en ce sens-là. Et un des tout premiers compositeurs à l'avoir fait, avant même Cage, c'est Earl Brown. Bon, j'ai une mauvaise reproduction, malheureusement, de... Attendez, il faut que je la trouve. Voilà, décembre 52 de Earl Brown. Oui, elle n'est pas bonne, hein, mais enfin bon, vous distinguez un petit peu ce que c'est-à-dire que ce sont des traits plus ou moins épais, plus ou moins longs, qui sont tous entourés de blanc, si on peut dire, et voilà l'unique information qui est donnée aux musiciens. C'est-à-dire que chaque musicien, ça peut être une pièce pour piano, pour orchestre, et il peut y avoir éventuellement un chef d'orchestre, mais le chef d'orchestre n'est pas là pour diriger les musiciens, mais lui-même, il reprend gestuellement les différents signes qu'il lit sur la page. Alors là, vraiment, si vous voulez, on est complètement en dehors des conventions traditionnelles de l'écriture musicale, puisqu'il n'y a plus aucune référence. Toute personne, y compris si elle ne sait pas lire le solfège, peut déchiffrer, si on peut dire, cette page qui est donnée. Donc, cette page est donnée à tous les musiciens. Il est même précisé qu'ils peuvent la mettre dans n'importe quel sens. Et donc, en plus, elle n'est pas lisible de gauche à droite, mais chaque musicien peut se faire un parcours à sa guise, à travers ces signes. Et Earl Brown, d'ailleurs, avait même imaginé une extension à cette pièce-là. Enfin, il avait proposé à son éditeur de faire une partition qui serait plongée dans un aquarium, c'est-à-dire les éléments en question, là, les petits traits, ce seraient des petites figures qui seraient plongées dans un aquarium, mais l'éditeur n'a pas marché. On se demande pourquoi. Il s'est dit que là, franchement, une partition dans un aquarium, c'était trop. Donc le projet est resté inachevé. Donc ça, je vais vous faire écouter une version, enfin un extrait d'une version. Alors encore une fois, là, il y en a autant que de possibilités, enfin que d'exécutions. Hein. Là, vraiment, on est dans le... Alors... Donc je vais vous faire écouter cela. Donc c'est une version de décembre 52, sous la direction d'ailleurs, direction très relative du compositeur.
Bon, voilà un extrait. Bon, ça c'est une version que Earl Brown aimait bien. Moi, je serais plus critique, mais après tout, c'est lui le compositeur, mais je pense qu'elle est très surchargée. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur cette pièce, par exemple, même dans des contextes pédagogiques. Je l'ai fait travailler, par exemple, par des enfants dans un conservatoire où j'enseignais il y a très très longtemps. Parce que ce qui est intéressant, si vous voulez, dans cette partition, c'est que vous ne pouvez pas faire n'importe quoi, parce que, en fait, vous avez des traits horizontaux, des traits verticaux, pas de traits obliques. Vous avez toujours du silence, si on peut dire, enfin, ou du blanc, d'un côté ou de l'autre du trait. Donc ça veut dire que c'est des éléments qui doivent être relativement isolés. Même si, encore une fois, vous considérez que vous avez votre propre parcours, mais en tout cas, c'est des choses très très géométriques. Ça ressemble un peu, si vous voulez, quelque part à certaines œuvres de Mondrian. Brown ayant été très marqué par les arts plastiques, c'était un ami de Jackson Pollock notamment. Alors il faut vous dire aussi que cet avènement des notations graphiques, pour Brown, correspondait à une expérience qu'il avait eue au niveau de l'improvisation de jazz. Quand il était très jeune, donc il était dans une université américaine, Earl Brown, et donc il pratiquait l'improvisation, pas sans doute à un très très haut niveau, ce qui fait qu'il avait constaté que les musiciens s'en tenaient trop fréquemment à des sortes de clichés. C'est-à-dire, par exemple, on commence l'improvisation, ça croît, ça augmente, ça va vers un climax. Une fois qu'on est au climax, qu'est-ce qu'on fait? On redescend. Si on a le temps, on repart vers un autre climax. Enfin, c'est une forme très, très, pour lui, qui était beaucoup trop banale, beaucoup trop élémentaire. Donc il s'est dit, comment faire pour que les musiciens sortent de leurs vieux réflexes conditionnés? Et c'est pour ça qu'il a fait appel à des notations graphiques qui sont des sortes de provocations à l'imaginaire pour les interprètes. C'est-à-dire, il faut essayer de trouver, si on est évidemment honnête, parce qu'on peut aussi truquer les choses et faire semblant de jouer la pièce. Le danger est là. Mais donc, si on joue le jeu, eh bien, on essaye de faire répondre, de faire correspondre à ces signes tel ou tel phénomène sonore, etc. Donc, c'est tout un ensemble de correspondances que l'on peut établir entre les graphismes, qui ne sont plus des graphismes prescriptifs, mais qui sont des graphismes suggestif. Alors, je vous montre par exemple un autre type. Bon, ça, c'est la première partition graphique. Alors, par exemple, je vous montre une autre partition graphique de Feldman. Alors, pour Brown, par exemple, je vous disais tout à l'heure, tout dépend, bien sûr, de l'attitude que l'on a par rapport à ce type d'œuvre et si on est prêt à faire appel à tout son potentiel d'invention, si on peut dire. Alors, j'en avais discuté avec Boulez, qui m'avait dit, voilà, un jour, dans un séminaire à l'IRCAM, j'ai fait réaliser par l'intercontemporain, mais sans que le public, il y a eu du public, mais il ne savait pas les règles du jeu, si on peut dire, 2 versions de Earl Brown, de décembre 52. La première, j'avais dit aux musiciens, voilà, vous allez vous référer à tout ce que vous savez de la musique post-sérielle, de Berlioz, de moi-même, de Stockhausen, etc. Vous allez jouer dans un style post-sériel, post-webernien. Bon, paf. Donc, ils font une version dans le style post-webernien de décembre 52. Bon. Ensuite, il dit, toujours sans que le public soit au courant, bon, maintenant, on se donne une tonalité, Ré majeur. Et donc, vous jouez décembre 52, mais en ayant à l'idée que c'est en Ré majeur. Et donc, évidemment, tout d'un coup, le contexte sonore change radicalement. Et pour Boulez, c'était une manière de critiquer ce type de notation, parce que pour lui, ça ne garantit rien au niveau du résultat. C'est-à-dire que, selon les règles qu'on se donne, on peut arriver à des résultats qui changent du tout au tout. C'est un petit peu aussi ce qui se passe avec cette partition de Morton Feldman. Alors voilà, si vous voulez, cette partition, c'est une partition pour piano, intersection 3, qui date du début des années 50, 53, je crois, quelque chose comme ça. C'est aussi une des toutes premières partitions
graphique, si on peut dire. Là, il n'y a pas de suggestion réellement, mais chaque petit carré donc, correspond à une durée. Vous avez carré égale 176, donc c'est très rapide. Et ensuite, vous avez des nombres dans des petites cases. Les petites cases, ça se réfère au registre aigu, médium et grave du piano. Voilà. Et ensuite, si vous voulez, vous jouez le nombre de sons à l'intérieur des petites cases. C'est-à-dire, là, par exemple, vous allez jouer deux fois 3 sons avec main gauche, main droite. Ici, 5 sons dans l'aigu, plus 4 sons dans le grave, simultanément. Mais vous pouvez intervenir quand vous voulez dans la petite case. Là, elle est très rapide, donc ça n'a pas beaucoup de champ, mais voilà. Voilà un petit peu, si vous voulez. Et puis là, par exemple, ces 3 sons, vous avez 3 cases pour les caser. Alors que les 2 sons ici, vous n'avez qu'une seule case. Donc c'est comme une espèce de patron dans la couture, c'est-à-dire que vous avez, à partir de là, la possibilité de fabriquer votre objet sonore. Alors, simplement, effectivement, rien n'est indiqué sur les hauteurs. Sur les registres, oui, donc c'est aigu, médium, grave, mais sur les hauteurs, non. Et par exemple, là aussi, j'avais le témoignage d'un musicien qui joue à Feldman une version de l'intersection 3, puis tout d'un coup, paf, il fait un bel accord parfait. Et à ce moment-là, Feldman se raidit, il dit « Mais qu'est-ce qui se passe ?» Il écoute 3 sons, do mi sol. Hein. Alors du coup, peu de temps après, Feldman a abandonné ce type de notation parce qu'évidemment, il attendait un certain type de résultat sonore que ne lui garantissait pas ce recours à des graphismes comme cela. Alors donc, un des compositeurs qui a le plus utilisé, un peu plus tard d'ailleurs que Cage, que Brown, les notations graphiques, c'est John Cage, dans des œuvres, par exemple, voilà une Cartridge Music. Alors, Cartridge Music, c'est en fait une page blanche sur laquelle sont imprimées un certain nombre de formes. Vous voyez, là, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a 6 formes. Et ensuite, vous avez des transparents qui sont posés plus ou moins au hasard sur la feuille avec les formes. Vous avez un transparent avec des petits ronds, un autre avec des points, un autre avec une ligne pointillée qui vous indique le tracé entre les formes. Et ensuite, vous avez des règles de jeu. C'est vraiment une stratégie. Donc là, il n'y a plus aucun recours à la notation traditionnelle. Et donc, ça peut être pour toutes sortes de formations instrumentales, y compris d'ailleurs pour d'autres actions que la musique, puisque Cage se servait de ces schémas pour ses propres conférences. C'est-à-dire, par exemple, en faisant correspondre, donc encore je crois qu'il y a les feuilles blanches, ça va de une forme à 21 formes. Bon. Et lui, par exemple, si on prend cette feuille-là, eh bien, il faisait correspondre les formes à des sujets particuliers ou à des types de textes. Alors, par exemple, je ne sais pas moi, la forme à droite, en bas à droite, ça va être des petites histoires quotidiennes. La forme qui se trouve plus à gauche, ça va être un texte théorique sur l'indétermination. Enfin, je dis n'importe quoi. Et après, le tracé pointillé va faire que, et l'espèce de faux petit chronomètre qui se trouve placé là, eh bien, ça va faire qu'il va sauter d'un texte à un autre, etc. Voilà. Donc, encore une fois, ça peut varier très fortement. Donc, voilà Cartridge Music. Encore une autre partition graphique de Cage, Fontana Mix. Ce qui fait que Cage, d'ailleurs, s'est fait exposer dans des galeries d'art graphique parce que ces partitions avaient à la fois un intérêt graphique et musical. Alors là, par exemple, je vais vous faire entendre j'ai peut-être pas.
Je vais vous faire entendre quelques solos pour voix et vous aurez une idée de la notation et de ce que ça peut provoquer pour une chanteuse. Puisque dans les solos pour voix de Cage, qui ont été composés autour de 1970, vous avez une très très grande variété de modes de notation. Ah non, c'est pas ça du tout. Hein. Ça c'est du Cage beaucoup plus ancien, ça. Alors je vais essayer de vous trouver la... Je ne retrouve plus mon... Bon, alors je vais essayer de sortir de là et... Ça c'est un autre... Bon, c'est un autre solo, d'ailleurs tout à fait précis. Alors je vais vous montrer maintenant... Oui ? Est-ce que je pourrais pas, excusez-moi, est-ce que je pourrais avoir un peu de lumière, parce que c'est quand même assez désagréable de parler et de ne pas voir la personne à qui on s'adresse. Oui, je vous vois, mais si je pouvais avoir un peu plus de lumière, ce serait quand même mieux. Bon, apparemment, c'est pas possible. Bon. Bon, bah oui. D'accord, bon, ça... Alors, voilà, je vous montre en même temps, voilà ce que vous venez d'entendre. Alors, je vais répondre à votre question, alors allez-y. Vous voulez dire décembre 52, c'est ça? Le solo de voix, ben voilà, vous avez la partition là. Alors, oui, vous avez raison. Oui, c'est-à-dire si vous voulez. Alors, je vous explique. Là, vous avez la ligne supérieure est supposée être la note la plus aiguë que la chanteuse peut faire, ou le chanteur, parce que ce n'est pas pour une chanteuse en particulier ou un chanteur. Ensuite, les points, selon la disposition, ça va représenter des hauteurs de son. D'accord? Et selon la grosseur du point, ça va représenter l'intensité. Alors maintenant, ce qui se passe, c'est que vous avez en haut des chiffres qui correspondent en fait à des transformations électroacoustiques live de la voix. Donc c'est ça qui vous a peut-être frappé, c'est ça? C'est-à-dire qu'en fait, par exemple, alors tout a été calculé comme très très souvent chez Cage depuis les années 50, à partir du Viking. C'est-à-dire qu'en fait, les chiffres correspondent à des modes de transformation du son et à des degrés de transformation. Par exemple, 40, vous allez faire correspondre ça à une modulation en anneau, je dis n'importe quoi. Bon, enfin voilà. Et l'indice qui est au-dessus, là on ne le voit pas très bien d'ailleurs, mais enfin bon, ici par exemple 34, petit 2, ça va être une faible transformation. Hein, c'est-à-dire c'est l'indice de transformation.
Et donc, bon, ben, vous allez passer de 40 à 36 à 30, c'est-à-dire vous allez... bon, maintenant, ça se fait très très facilement avec l'ordinateur. Hein, donc, vous avez votre panel de mode de transformation du son, et puis ben, vous appuyez sur tel bouton, et puis vous obtenez tel filtrage, tel écho, telle modulation d'un autre, telle modulation toute simple, etc. Voilà. Alors, est-ce que ça répond un peu? Voilà le principe de ce solo. Et donc, là, c'est encore une fois, les points, ça représente chaque fois des sons isolés. Et c'est vrai que, bon, c'est une partition aussi qui a, si on peut dire, l'avantage de pouvoir être chantée un peu par tout un chacun. C'est-à-dire que vous n'avez plus cette difficulté énorme de déchiffrage, comme par exemple dans la pièce pour flûte que je vous ai montrée de Ferneyhough, où là c'est un véritable challenge pour l'instrumentiste de déchiffrer tous ces signes. Là, non, là c'est très... En fait, ça dépend un peu du niveau de complexité que vous voulez y mettre. Mais donc c'est extrêmement souple. Alors je vais vous faire entendre... Oui ? Pour la création des partitions, est-ce que c'est fait avec... est-ce que l'auteur de la partition, John Cage, par exemple, ses cartes brutes, est-ce qu'il les fait pas purement au hasard? Est-ce qu'il a une idée précise de ce qu'il veut rendre? Ou est-ce que les modules qu'il crée, est-ce qu'il montre comment les interpréter? Ah, non, non, non. Supposer comment l'interpréter? Non, si vous voulez, il décrit un processus de réalisation qui ne peut pas aller très très loin dans la précision, puisque, encore une fois, par exemple, dans le cas de Cartridge Music, tout dépend du matériau que vous avez à votre disposition. Donc si vous faites une version pour piano, violon, violoncelle, ce sera totalement différent d'une version, par exemple, électroacoustique. Donc c'est vraiment... et par contre, il indique, il va dire par exemple que lorsqu'un point rencontre la ligne pointillée, eh bien ça veut dire qu'on doit changer d'intensité. Vous voyez, il y a un certain nombre de principes, bien que quand la ligne pointillée sort d'une des formes, il va se passer tel type d'événement, mais ça reste très général. D'accord, donc ça il le note sur la partition. Non, dans la partition, il n'y a rien d'autre que ça. C'est un texte. Il y a un texte et il y a du graphisme, c'est tout. De même, par exemple, vous avez une série de pièces qui s'appellent les variations de Cage. Et donc, c'est des lignes et des points. Et il dit, par exemple, que chaque ligne doit correspondre à une propriété du son et que vous devez, vous, ensuite, déterminer, selon l'éloignement du point par rapport à la ligne et selon, en fait, un mode de mesure que vous avez choisi, quelle va être la nature de ce son. C'est-à-dire, vous voyez, donc là, vous avez une partition que vous pouvez fabriquer, vous, mais Cage ne vous en dit pas beaucoup plus. Ça vous éclaire un peu? Oui, merci. Alors, je vais vous faire entendre un autre... et voir un autre solo. Alors voilà un autre solo, qui est le solo 40. Alors, ça ne va peut-être pas correspondre exactement à ce que vous allez... Alors, le solo 40, voilà. Même principe de chiffre.
Bon, vous voyez, donc là, on est au niveau de la notation, ça ressemble beaucoup à des neumes, en fait. On revient vers presque l'origine de la notation de la musique vocale, avec ces formes donc, qui impliquent une élévation ou une descente de la voix, et puis des petits éléments de texte qui viennent se greffer. Excusez-moi, la partition regroupe toute la pièce. Ah, non, pas du tout. Il y a plusieurs pages. Là, ça ne correspondait pas d'ailleurs exactement, mais enfin, donc il y a 4-5 pages pour ce solo-là. Donc là, vous avez eu un extrait graphique et vous n'avez pas la totalité. Mais enfin, c'est écrit de cette manière-là. Excusez-moi, Oui? la CD que vous avez, est-ce que c'est des interprétations de personnes différentes ou du même groupe en fait? Alors, c'est en fait, si vous voulez, cet enregistrement, c'est une chanteuse avec laquelle j'aime beaucoup travailler, qui est Hélène Ruggieri, et donc je lui ai fait réaliser ses solos. Donc, c'était en fait en 80, je ne sais plus quand, c'était en 2003, et en fait c'était pour le baccalauréat, c'est-à-dire que Cage était imposé au baccalauréat cette année-là, et on m'avait demandé, comme bon, je connais bien l'œuvre de Cage, de choisir des œuvres pour le bac. Et donc j'avais choisi des pièces pour piano préparé, parce que c'est une des images de marque de Cage, si on peut dire, et puis aussi les solos pour voix, parce que il y a vraiment dans ces solos, il y en a environ 150, un peu toute l'éventail très très vaste des possibilités de Cage, jusqu'à des partitions précises, jusqu'à des scénarios beaucoup plus souples. Et donc, mais alors le problème, c'est qu'il n'y avait pas d'enregistrement disque de ces songbooks, de ces solos pour voix. Et donc, du coup, on m'a demandé de le réaliser, et je l'ai réalisé avec une chanteuse avec qui je travaille d'habitude. Voilà, donc j'ai réalisé un ensemble de solos et ça a été édité, la partition a été éditée pour les élèves à l'époque qui passaient le bac. Voilà, pour vous donner l'origine de cette chose-là. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors je vais vous faire encore écouter un autre solo. Alors voilà, celui-là, ça doit être... Ah, il m'est passé sur un autre... Bon, excusez-moi. Voilà. Alors voilà, c'est très très court solo, avec une phrase de Satie. Ceux qui ne comprendront pas sont priés par moi d'observer une attitude toute de soumission, toute d'infériorité. Alors, donc là, le principe, donc pour la voix, c'est donc de suivre, c'est un petit peu comme dans la partition précédente, hein, donc d'aller vers l'aigu, ensuite de descendre, etc. Mais les lignes qui sont là donnent la possibilité de repartir, par exemple, là dans le grave, de faire un mouvement, par exemple, vers le médium, interrompre, reprendre, interrompre, et par exemple, je peux, donc là c'est une partition à plusieurs entrées et sorties, si on peut dire, là je peux repartir vers le haut, être dans le médium ici, repartir, aller par là,
et ensuite aller dans le grave, etc. etc. Donc vous voyez, vous avez plusieurs possibilités. Alors il faut dire que, en fait, normalement je devrais pouvoir, attendez voir, je voulais le déplacer, mais je n'arrive pas à le faire. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc en fait, si vous voulez, si vous le présentez comme ça, c'est le buste de Satie, puisqu'en fait la plupart des songbooks sont liés soit à Eric Satie, soit au philosophe Henry David Thoreau. Enfin, il y a une grande partie, et aussi à Marcel Duchamp. Donc là, en fait, c'est un buste de Satie autour duquel Cage a opéré un tracé. Et donc c'est un buste assez connu que Satie avait dessiné de lui-même, et en bas il y avait marqué « Je suis né jeune dans un monde très vieux ». Phrase de Satie très très connue. Donc voilà, il a décalqué ce buste pour obtenir cette forme. Voilà, et sinon on la lit comme ça. Ah, est-ce que vous avez d'autres questions ? Alors, encore une fois, donc, en ce qui concerne la notation, en fait, si vous voulez, aujourd'hui, vous avez enfin, pas seulement aujourd'hui, mais disons que ça s'est amplifié, il y a 3 grandes options que vous pouvez adopter vis-à-vis de la notation. C'est d'une part l'aspect symbolique, sur lequel est basé en grande partie notre solfège traditionnel. C'est-à-dire que c'est symbolique parce qu'en fait, à la différence du graphisme, ça ne simule pas quelque chose. Par exemple, pourquoi la croche serait-elle plus courte qu'une noire ? Il n'y a aucune raison graphique à ça. Hein, c'est une convention symbolique. Donc ça fait partie des symboles, par exemple, concernant la durée. De même, si vous voulez, par exemple, le fait que le sol soit placé à telle position par rapport à la portée. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui irritait profondément, par exemple, Schoenberg, un compositeur comme Schoenberg, qui trouvait anormal que, par exemple, sol bémol, sol bécard, sol dièse, soient sur la même position sur la portée. Donc lui, il aurait voulu un système dans lequel, par exemple, les 12 sons aient des positions différentes dans l'espace. Mais c'était beaucoup trop compliqué. Personne ne va jamais adopter ce qu'il avait imaginé, parce qu'on est tellement habitué. Je veux dire, il y a une efficacité avec le solfège à ce niveau-là qui n'est pas contestable. Donc, mais là, si vous voulez, c'est l'aspect symbolique. Hein, c'est-à-dire, je vais faire correspondre une blanche à 2 temps. Une ronde à 4 temps. Pourquoi ? Bon, c'est comme ça. C'est une convention symbolique. Une autre partie de la notation, c'est l'aspect graphique. Alors par exemple, c'est vrai que c'est beaucoup moins prégnant dans la notation traditionnelle, mais par exemple le trille, le signe du trille, est une sorte de, on ne peut pas dire résurgence, mais c'est un prolongement de ce qu'il y avait dans le baroque. Hein, le fait, par exemple, d'avoir cette espèce d'ondulation qui est de nature graphique et non pas beaucoup plus que symbolique. Donc vous avez cet aspect graphique, donc qui est important, si vous voulez, et qui va s'amplifier considérablement, comme on l'a vu par exemple chez Berriot, ou comme on pourra le voir chez d'autres compositeurs, qui renvoient à certaines formes de stimulation. Et puis il y a un troisième aspect, c'est l'aspect verbal, qui est souvent passé sous silence aussi quand on parle de la notation, mais c'est quelque chose qui est important parce que, par exemple, vous pouvez suggérer un monde d'idées ou de sentiments à travers les mots que vous placez dans la partition. Alors, un des maîtres de cet aspect-là, c'est justement Satie. Je vais vous montrer une partition de Satie. Voilà, par exemple, la balançoire. Bon, là, il y a
d'une manière très amusante et très ironique, une allusion entre le balancement de cet objet et puis les croches là, qui sont dans la partie de piano, dans cette partie-là. Alors, ça c'est un des tout premiers livres partitions, donc, écrit en 14 par Satie, avec un peintre qui s'appelait Charles Martin, et donc chaque partition était confrontée à une image plastique de Charles Martin. Et donc l'ensemble s'appelle Sport et divertissement. Et là, vous avez des mots, par exemple. Bon, déjà, par exemple, il n'y a pas de tempo fixe, métronomique, c'est lent. Bon, lent, qu'est-ce que ça veut dire, lent? Bon, à quel mouvement métronomique ça correspond? Là, après, c'est à vous de décider. Mais surtout, ce qui est très étonnant, c'est la part de texte qui ne doit pas être lu. Satie s'est très clairement exprimé, contrairement d'ailleurs à ce qui se fait quelquefois de nos jours, parce que Satie n'est plus là pour l'interdire, mais justement, il y a un petit texte dans lequel il dit « J'interdis de lire à haute et intelligible voix les textes, etc. » Donc, en fait, c'est une sorte de... C'est quelque chose dont le musicien peut se laisser prendre, mais c'est très ambigu. C'est-à-dire le texte, là, vraiment, atteint une très grande ambiguïté. C'est mon cœur qui se balance ainsi, il n'a pas le vertige, comme il a de petits pieds, voudra-t-il revenir dans ma poitrine? Bon, ça ne vous informe pas vraiment sur ce que vous allez jouer, mais en même temps, Satie l'inscrit dans la partition, peut-être pour remettre en question l'aspect un peu d'ordre unilatéral que contient le principe de la notation. De même qu'il n'y a pas de barre de mesure. Donc pas de barre de mesure, pas de temps fort, pas de temps faible. Tout ça peut être très flexible. Alors, le seul renseignement, entre guillemets, que Satie a donné à propos du rôle des mots dans la partition, alors, donc un jour, le pianiste Ricardo Vinèche lui dit « Mais qu'est-ce qu'il faut comprendre avec ces mots dont vous parsemez les partitions ?» Et Satie a répondu « C'est un petit secret entre l'interprète et moi. » Voilà. Alors avec ça, il était bien avancé. Mais c'était la bonne réponse. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, vous vous laissez imprégner et puis ça va infléchir ou non votre jeu. C'est à vous de... Alors, encore une fois, ça peut être moins ambigu que cela. Par exemple, chez Debussy, vous avez comme ça, dans les pièces de piano, vous avez souvent, à la fin d'ailleurs des pièces, des sortes d'images poétiques, mais qui ne sont pas, et bien sûr, à prendre à la lettre, mais qui contribuent à nourrir votre imaginaire et votre manière d'interpréter la musique. Donc ça, le verbal est quelque chose qui est une des dimensions. Et alors ça peut, par exemple, être de l'ordre du prescriptif. Par exemple, chez Kagel, voilà, non, ça c'est une partie, c'est autre chose, ça. C'est Kagel aussi, mais c'est autre chose. Non, par exemple, là, voilà, ça c'est un extrait d'une pièce de théâtre musical de Kagel qui s'appelle Staatstheater, qui est une sorte d'anti-opéra. Là, c'est un solo de trombone. Et alors, vous avez donc un certain nombre d'indications strictement musicales, avec les symboles habituels, ou éventuellement repris et légèrement transformés. Et puis, vous avez tout un texte qui est le scénario de l'action que va faire le tromboniste, par exemple le mouvement qu'il va faire, même le vêtement. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il y a tout un descriptif de son action. Tout à l'heure, j'étais passé sur un autre Kagel, donc je vous le montre en même temps. Alors, là, qui est d'ordre... qui est d'ordre graphique, ça c'est une pièce avec des diapositives. C'est-à-dire que vous avez deux groupes, ça s'appelle diaphonie, vous avez deux groupes de musiciens qui réagissent à des diapositives qui sont là très ambiguës au niveau de ce qu'elles peuvent impliquer sur le plan sonore. Et évidemment, tout dépend du temps de projection des diapositives, c'est-à-dire que le projectionniste peut faire intervenir pendant 20 secondes une diapo, 3 secondes une autre, etc.
Donc là, on est dans une très grande ambiguïté, c'est un peu, quelque part, un peu comme chez Cage. Mais d'ailleurs, Kagel n'a pas beaucoup travaillé sur cet aspect-là. Alors, la partition peut quelquefois aussi prendre le caractère d'une sorte d'objet. Déjà, on voit bien chez Kagel, par exemple, avec les diapositives. Là, chez Pousser, c'est assez intéressant parce que, en fait, dans chaque page, vous devez découper ici, vous voyez, et vous superposez plusieurs pages. Et vous pouvez, en fait, tout au long de la pièce, multiplier les différentes combinaisons de pages par rapport aux évidements. Ça veut dire que, par exemple, quand vous allez tourner une page, vous allez avoir la deuxième ou troisième fois autre chose qui va intervenir ici que ce qui était la fois d'avant. Donc c'est une espèce de mobile, si vous voulez. Ça ressemble un petit peu aux 100 000 milliards de poèmes de Raymond Queneau, dans lesquels vous pouvez vous fabriquer 100 000 milliards de sonnets. C'est un petit peu ça ce qui se passe là. Donc voilà, donc la partition devient une sorte d'objet. Alors je vous parlais de l'aspect verbal, donc cet aspect verbal s'est étendu jusqu'à devenir l'unique mode de transmission dans certains cas. Donc un certain nombre de compositeurs vers la fin des années 60, dont d'ailleurs moi-même, si je peux me citer, nous avons pratiqué ce qu'on appelle les partitions verbales, c'est-à-dire des partitions qui ne sont que des textes. Alors les initiateurs de ça a été Stockhausen, ça a été Ferrari, ça a été Christian Wolff. C'est-à-dire que vous avez un scénario d'action et de réaction musicale, et donc vous jouez par rapport aux informations qui vous sont données par ce texte. Ce qui permet, par exemple, Christian Wolff avait conçu ces partitions-là, ça s'appelle Prose Collection, il l'avait conçu pour Brian Eno. Vous connaissez Brian Eno, je pense, enfin, c'est un chanteur pop, un compositeur pop très connu. Et Brian Eno ne lisait pas la musique. Donc il avait demandé à Christian Wolff de lui concevoir une partition qui puisse être assimilée par quelqu'un qui ne lit pas la musique. Donc du coup, ça a donné certaines pièces verbales. Et Stockhausen aussi a pratiqué cela à un moment donné, en 68, a fait des partitions qui ne sont que des textes. Alors évidemment, l'ambiguïté, c'est de savoir si par ce texte, vous pouvez arriver à préciser certaines intentions musicales ou si vous ne le souhaitez pas du tout, comme par exemple, c'est le cas de Cage, par l'intermédiaire du graphisme, où là, il n'y a pas de contexte stylistique présupposé. Mais Stockhausen a eu comme ça une aventure pour lui très déplaisante. On lui avait demandé de faire jouer un des textes partition de la partition de Ausensiebentagen, venu des 7 jours, donc qui est un petit volume de sorte de poèmes qui sont les uniques textes, les uniques éléments que les musiciens doivent assimiler. Alors, ce texte, c'est donc qui a été donné à l'orchestre de la BBC à Londres. Je ne sais pas si vous voyez un orchestre symphonique. Et c'était « Joue avec le sentiment que tu as tout le temps et tout l'espace ». C'est tout ce qui était donné aux musiciens. Et en haut de la page, il y avait une espèce de graphisme de sinusoïde qui était coupé. C'est tout. Alors, le matin du concert, Stockhausen explique tout ça aux musiciens. Il leur fait une espèce de conférence très, très spiritualiste en disant voilà ce qui va se passer ce soir, vous allez vous concentrer très très fortement et vous allez sortir le son qui vient le plus de vos entrailles, enfin vraiment le plus de vous, et puis après vous allez développer ça, etc. Enfin, il leur fait toute une conférence. Alors les musiciens, oui, bien sûr, on va faire ça, pas de problème. Et alors évidemment, le soir arrive, et là, qu'est-ce qui se passe ? Il y a le corniste qui attaque une superbe gigue, reprise évidemment parce qu'il s'était donné le mot par tous les musiciens de l'orchestre. Alors Stockhausen était dans une fureur totale, il va vers l'orchestre, il va vers le corniste, il dit « Mais c'est une honte, comment avez-vous pu me faire ça ? Enfin, c'est scandaleux. » Puis à ce moment-là, le corniste dit « Mais, monsieur Stockhausen, moi je suis écossais. Cette gigue, c'est ce que j'ai de plus profondément ancré en moi.
Voilà, évidemment, ce n'était pas forcément de bonne foi, mais qu'est-ce qu'on pouvait dire? Bon, bah oui, ça, c'est les risques. C'est comme bon, pour le Earl Brown, si quelqu'un veut jouer Décembre 52 en Ré majeur, bon, évidemment, personne ne peut vraiment l'en empêcher. Mais c'est un peu détourné. Bon, là, il avait vraiment détourné la chose. Alors voilà, donc, encore une fois, les trois grandes orientations à travers lesquelles vous pouvez passer pour transmettre des notations aujourd'hui, c'est-à-dire l'aspect verbal, donc, qui peut aller jusqu'à n'utiliser qu'un texte. Moi, ça m'a permis beaucoup, enfin j'ai beaucoup travaillé là-dessus, et ça m'a permis par exemple de travailler avec des musiciens amateurs, des musiciens qui ne lisent pas, voire des musiciens d'autres traditions qui ne passent pas par le solfège, donc c'est extrêmement intéressant. Et on peut aussi d'ailleurs être très précis par ces moyens-là, mais sans que ce soit une précision de note à note, si vous voulez, mais vous pouvez préciser des situations musicales de manière assez incisive, assez fine. Le graphisme, donc il y a eu tout un mouvement de partition graphique à partir des années 60. Par exemple, je vous parlais de Cardew tout à l'heure. Voilà une partition de Cardew qui s'appelle Treatise, de 67. Et là, il n'y a aucune information qui est donnée aux musiciens. Donc là, il se retrouve, il faut qu'il s'invente la relation avec ce graphisme. Ou par exemple, Bussotti, Siciliano, avec donc des accélérando et des ritardando qui peuvent être provoqués. Alors après, évidemment, on peut se demander si c'est pas trop artificiel de travailler sur ces correspondances-là. C'est aussi ce qu'on pourrait reprocher à ce moment-là à la partition de Baude Cordier du XVe siècle que je vous avais montré tout à l'heure. C'est-à-dire que bon, c'est juste une image qui correspond. Je cherche si j'en ai. Voilà. Ah oui, là on la voit vraiment très très mal. Logothetis, c'est un compositeur grec aussi, mais on la voit très mal. Mais toutes ces petites figures là, par contre, correspondent à certains types de sons. Donc c'est une manière de transcrire. Voilà. Ben, malheureusement, non, j'ai pas ça. J'aurais peut-être dû le. Oui, ça aurait été bien. Mais de toute façon, ça peut varier Encore une fois, ça dépend de beaucoup des. Ça peut varier du tout au tout. Hein. Donc, mais je n'ai pas là. Non, j'ai pas le. Non, j'ai pas ça. Alors sinon, vous avez des phénomènes intermédiaires. Par exemple, là, j'ai une partition de Krzysztof Penderecki, donc un compositeur polonais, qui a utilisé une méthode très très efficace de réduction de la notation dans les débuts des années 60, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une accumulation de signes, par exemple là, vous devez, donc c'est pour cordes, et vous devez frotter très fort, et donc il n'y a plus de son de hauteur déterminée, à la différence d'ici où il y a encore des portées, là ici aussi, mais là par contre ce sont par exemple des attaques très franches, et donc, par exemple, au lieu d'avoir des valeurs métronomiques, eh bien, il va avoir des secondes. Donc c'est-à-dire qu'il va arriver à condenser la notation d'une manière beaucoup plus efficace que dans des partitions avec la notation traditionnelle. Donc, essayer de réduire la notation aux éléments les plus prégnants de ce qu'on veut entendre. Et bon, j'avais eu l'occasion de le rencontrer il y a quelques années, et je voulais m'assurer, on m'avait dit, en fait, Penderecki a utilisé ces modes de notation très graphiques, mais qui ne se veulent pas aussi suggestifs que ceux de Cage, hein, mais qui se veulent efficaces. À un moment où il travaillait, il était hors de chez lui, je crois qu'il était en instance de divorce ou quelque chose comme ça, et donc il travaillait dans des cafés. Mais il n'avait pas la possibilité, sur une table de café, de mettre des partitions d'1 mètre de haut. Donc il fallait qu'il travaille sur une petite échelle, et donc il a eu l'idée, et il m'a dit que c'était tout à fait ça, et donc il s'est dit, il faut que je condense mes notations pour avoir, dans un minimum d'espace, la possibilité de mettre ce que j'attends, le résultat que j'attends. Et donc voilà, c'est comme ça qu'il est arrivé à ces graphismes, donc, qui sont un peu une espèce d'intermédiaire entre les notations très destinées à stimuler l'imaginaire chez Cage et des notations beaucoup plus pointues, si on peut dire,
qu'on va trouver, par exemple, voilà, alors là, l'image n'est pas très bonne, mais voilà, apparition. Alors là, vous ne risquez pas de copier ça sur la table d'un café, hein, puisque donc là, tout est, là, c'est vraiment l'extrême minutie, tout est précisé très très précisément pour chaque partie instrumentale. Les familles instrumentales étant elles-mêmes divisées, c'est-à-dire qu'on n'a pas les premiers violons, les seconds violons, les altos, on a une portée par violon, et donc voilà. Mais là, je vous dis, on ne la voit pas très bien, mais imaginez que toutes les caractéristiques sont précisées par Ligeti, qui, lui, estime que s'il est très précis, cela incite l'interprète à se concentrer sur la production du son. Donc vous voyez, en fait, la notation, pour moi, c'est fondamental. C'est ce que j'essayais de dire à mes étudiants quand j'enseignais la composition. Choisir la notation, c'est choisir un type de rapport avec l'interprète, qui peut être très très souple éventuellement, ou bien qui peut être, par exemple dans le cas de Ligeti, qui peut lui demander de se concentrer autant que possible sur le matériau qu'il va jouer. Donc c'est toute une attitude, il n'y a pas de notation, on ne peut pas ne pas se poser le problème de la notation. Jusqu'à quel degré de précision je vais aller? Quelle va être la latitude de l'interprète? Donc c'est quelque chose d'absolument fondamental pour moi. Que quelquefois le recours au logiciel banalise trop. Et d'ailleurs, moi, mes étudiants, je leur disais, et je ne suis pas le seul, hein, j'ai constaté que d'autres profs de composition avaient la même attitude que moi, vous écrivez d'abord à la main, et après, si vous le souhaitez, vous passerez par le logiciel. Mais d'abord à la main, parce que j'avais constaté qu'ils se censuraient lorsqu'ils se servaient des logiciels, parce que comme ils ne trouvaient pas les signes dont ils voulaient se servir, alors du coup, ils simplifiaient la partition. Ils disaient, tant pis, ça je ne peux pas le faire, j'ai pas le logiciel qui va avec, donc ils simplifiaient. Donc c'est très très dangereux. Donc d'abord à la main, et puis après on essaye de recopier si on peut, avec encore une fois les contraintes souvent très difficilement contournables des logiciels comme Final ou comme Berlioz, comme voilà. J'ai une question sur les partitions autant de Ligeti, de Cage, etc. Est-ce qu'il y a à chaque fois avec les partitions une espèce de note écrite, manuscrite, comme une espèce de dictionnaire du code? Ah oui, absolument. Il n'y a pas que ça. Ah non, bien sûr. Non, absolument. Non, d'ailleurs, là, quelquefois, justement, de documents et d'écriture, et je me disais, est-ce qu'il y a après une espèce de... Ah oui, absolument. Alors, dans certains cas, par exemple, chez Cage, il laisse une part d'ambiguïté, ce qui est d'ailleurs assez intéressant, parce que ce n'est pas uniquement de dire, voilà, tel signe correspond à tel effet. C'est plus souple que ça. Mais par contre, vous avez des partitions, vous avez 20 pages de mode d'emploi, ce qui pose évidemment pas mal de problèmes à l'interprète, parce qu'il faut qu'il assimile tout ça avant de pouvoir déchiffrer la partition. Donc c'est pas évident. Alors si vous voulez, c'est tellement personnel la notation, si vous voulez, que très peu d'effets, par exemple, qui ont été beaucoup utilisés au XXe siècle, peuvent donner lieu à un code fixé une fois pour toutes. Moi j'ai participé à plusieurs colloques sur la notation, et c'était extrêmement marrant, parce que chacun voulait essayer d'imposer son signe, dire non, mais on pourrait vraiment, pour cet effet-là, c'est ce signe-là qui correspond le mieux. Puis il y avait quelqu'un, non, moi je suis désolé, mais moi c'est pas ce que je sens pas ce signe. Exact. Donc on ne peut absolument pas. Alors simplement, c'est vrai que par exemple, le fameux Pitz-Bartok, aujourd'hui on a un signe qui est à peu près normalisé pour l'indiquer. Mais c'est très particulier le Pitz-Bartok, c'est simplement un Pitz avec l'ongle pour faire rebondir la corde sur la touche. Ça c'est assez simple. Mais après, par contre, vous avez des degrés. Par exemple, si je prends un son de flûte avec souffle, mais est-ce qu'il y aura beaucoup de souffle, pas beaucoup de souffle? Est-ce que vous voulez préciser ça ou bien laisser ça au bon vouloir de l'interprète? Donc, c'est très très difficile de trouver un signe qui satisfasse tout le monde. Donc, du coup, on est plus ou moins obligé
de faire appel à un corpus de signes assez complexe. Vous avez parlé tout à l'heure, excusez-moi, des droits d'auteur, protection des auteurs, après la Révolution qui est arrivée, c'est bon marché. Je sais qu'il y a, je ne sais pas comment c'est maintenant, avant, quand les musiciens devaient déposer leurs œuvres à la SACEM pour les protéger, ils déposaient des partitions. Est-ce que vous, quand vous protégez, si vous protégez vos œuvres à la SACEM, est-ce que vous déposez une partition écrite et c'est accepté? Alors ça, c'est une très bonne question, mais alors là, c'est un véritable imbroglio, parce que ça aussi, la SACEM, elle est faite pour des musiques très traditionnelles, ou d'ailleurs, en grande partie, pour la variété. Moi, j'ai jamais rencontré un collègue à la SACEM. Je veux dire, on est tellement peu nombreux, donc il n'y a pas beaucoup de chances qu'on se croise. Par contre, c'est toujours des gens qui viennent déclarer des chansons, des choses comme ça. Alors, c'est fait pour ça. Donc, moi, je suis tout le temps piégé, et je ne suis pas le seul. On en a parlé avec des collègues, on est tous dans le même cas. Alors, si jamais vous voulez déclarer une partition graphique, je ne vous dis pas la stupéfaction des gens à qui vous remettez la partition. Bon, ça, c'est un peu des cas limites. Sinon, on essaye de détourner, par exemple, parce qu'il n'y a pas moi, ma musique, il n'y a pas une mélodie avec un accompagnement. Donc, les 7 premières mesures de quoi? Donc, alors, je mets cette mesure, effectivement, en piochant, là, dans une partie de flûte, une partie de hautbois, puis en me disant, voilà. Bon. Mais de toute façon, ça protège strictement rien. Je crois que c'est les 7 premières mesures. Mais bon, 7 premières mesures, je veux dire, c'est vrai que... Mais si vous voulez, bon, c'est tout le problème de la notation. D'ailleurs, j'ai un souvenir, vous me faites évoquer un souvenir assez amusant. J'ai vécu en Corse un certain temps, il y a pas mal d'années, et puis un jour, je reçois un coup de fil de Tournier, qui était directeur de la SACEM. C'est pas tous les jours que j'avais le directeur de la SACEM au bout du fil, qui me dit « Voilà, je sais que vous êtes souvent en Corse. » Alors, il était bien renseigné. Je dis « Oui, écoutez, voilà ce qui se passe. Il y a des gens qui séquestrent nos inspecteurs de la SACEM à Ajaccio. Et est-ce que vous pourriez faire le lien? Parce que ce qui s'est passé, c'est que c'était des musiciens qui ne touchaient jamais de droit d'auteur, justement parce qu'ils ne déclaraient pas. Ils ne lisaient pas la musique, ils ne l'écrivaient pas. Donc ils se produisaient dans toute l'île et même ailleurs constamment avec leur chant, mais ils n'étaient pas déclarés. Alors, donc du coup, et comme ils en avaient assez de ne jamais toucher un sou, donc ils ont séquestré l'antenne SACEM à Ajaccio. Et donc j'ai été les voir, ils m'ont dit, bah oui, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Alors après, je suis retourné voir Tourner en disant, mais acceptez les bandes magnétiques, puisque bon, ils n'écrivent pas. Bah, à ce moment-là, demandez-leur, comme d'ailleurs nous-mêmes, lorsqu'on fait une œuvre électroacoustique, je ne vais pas écrire. C'est absurde. À ce moment-là, je donne le support, et puis le support est considéré comme l'œuvre en question. Donc, accepter, je ne sais plus. Après, ça s'est démêlé, etc. Puis, je pense que, comme beaucoup de musique maintenant ne s'écrit pas traditionnellement, il faut bien trouver une solution. Donc, ils sont en retard sur les pratiques. Ils sont totalement en retard sur les pratiques. Beaucoup de musiciens, encore une fois, soit issus du rock, du jazz, etc., n'écrivent pas. Donc il faut bien trouver une autre manière, mais en même temps leur musique est très diffusée, même certainement beaucoup plus que la nôtre. Donc il faut bien trouver un moyen pour protéger ça. Et puis pour les payer. Mais c'est vrai qu'on a cette espèce de confiance immodérée dans l'écrit. Mais l'écrit, encore une fois, n'est que, là je répète un peu ce que je disais au départ, ce n'est qu'un phénomène très relativement marginal dans l'histoire de la musique, en tout cas par rapport aux différentes civilisations. Et puis je vous dis, il faut vous poser la question, bon, je fais une pièce pour violon, qu'est-ce que je vais préciser et ne pas préciser? Est-ce que je suis obligé de tout préciser? Qu'est-ce que je vais laisser comme initiative possible à l'interprète, si je lui en laisse? Mais si je ne lui en laisse pas, bon, à ce moment-là, son jeu risque d'être complètement mécanique
Et il risque d'en avoir aucun intérêt aussi pour la partition pour laquelle il joue, puisqu'il n'est là que pour... Alors après, si vous voulez, vous avez plein de moyens. Là, je vous ai en fait part des plus radicaux, comme la partition graphique, la partition verbale, etc. Puis je vous ai montré des partitions hyper déterminées, etc. Mais vous avez des cas de figure qui sont intermédiaires. Par exemple, ce que le compositeur polonais Lutosławski appelle l'aléatoire contrôlé, c'est-à-dire par exemple le fait d'avoir un réseau de notes que l'on peut parcourir dans n'importe quel sens, pendant un laps de temps déterminé. Lui faisait ça parce que ça permettait d'avoir de la complexité, mais sans que les musiciens soient complètement asservis à la notation la plus pointue. C'est-à-dire que ce qu'on entend est complexe, mais le musicien n'est pas complètement rivé sur sa partition à dire « Oh là là, le septolet, là, superposé à un quintolet, comment je vais faire ?» Mais la complexité se crée d'elle-même. Donc voilà, ça c'est une méthode, l'écriture en réseau, par exemple, ça c'est une... Moi je la pratique beaucoup en tant que compositeur parce qu'elle est intéressante justement, elle permet d'avoir cette sorte de complexité sans en avoir les désavantages. Donc il y a plein d'inventions, de signes à ce niveau-là, par exemple pour indiquer qu'un groupe de sons peut se présenter dans un sens, dans un autre, etc. Donc la notation, c'est vraiment très varié. Je vous dis, le seul danger, c'est qu'actuellement, on a tendance à niveler tout par l'informatique, et ça, ce serait très grave. Alors, je ne sais pas oui, est-ce qu'on a encore oui, on a encore un peu de temps. Oui. Oui, d'Afrique, non. Là, malheureusement, c'est-à-dire, si vous voulez, là en Afrique, il y a quelques compositeurs d'Algérie, du Maroc, mais c'est vrai qu'en Afrique, ce qui domine, c'est une production plutôt de musique pop, rock, cette variété, ou de la musique traditionnelle quand il en reste. Mais c'est vrai que la musique contemporaine n'est pas vraiment très prégnante. Par contre, en Asie, oui. Alors là, j'ai pas ça sur moi, mais par exemple, Takemitsu, merveilleux compositeur japonais qui notamment a fait des musiques de films pour Kurosawa, etc., a fait un certain nombre de partitions graphiques en collaboration avec des plasticiens. Et il était lui-même plasticien, d'ailleurs. Donc il y en a, mais là, je les ai pas avec moi. Mais oui, il y a des choses. Non, pas du tout. Non, absolument pas. Les compositeurs japonais, il y a plusieurs compositeurs japonais qui ont utilisé la notation graphique. Non, c'est pas... Oui. Est-ce que vous pourriez préciser, quand vous dites écriture en réseau, comment ça se passe? Oui, peut-être que je peux... Attendez voir. Attendez, je vais essayer de vous trouver dans mes propres partitions. Après tout, un moment de honte. La deuxième question serait d'ailleurs si vous n'aviez pas une partition verbale à vous à montrer. Ah oui, ça, je peux vous en lire une. Oui, tout à fait. Alors attendez, je regarde si je peux vous... Je regarde si j'ai des choses... Bon, là, elle est plutôt fixe, cette partition. Là, il n'y a pas vraiment de réseau, mais vous voyez, je mélange des notations traditionnelles, c'est-à-dire avec un 3-4, un 5-4, et puis des notations proportionnelles, qu'on appelle proportionnelles. Alors, est-ce que j'ai comme par hasard, je ne vais pas tomber sur des partitions en réseau, évidemment, ce serait trop beau. Si, là, en alternance, par exemple, voilà ce signe. Alors, celui-là, il n'y a que deux accords, mais par exemple, je pourrais avoir d'autres branches, là, et alors j'aurais, par exemple, 4 sons, 5 sons. Alors, voilà par exemple, pour ça.
Voilà un réseau, là, dans une partition pour... vous voyez, donc 4 sons contrastés. Donc, normalement, je dis toujours qu'il faut faire attention à ne pas jouer les sons dans l'ordre où ils sont placés là. Parce que pour moi, c'est simplement, je vais du grave à l'aigu, mais il faut que vraiment se déplacer de manière aléatoire entre, par exemple, le Do, Si bémol, Fa dièse, La. Donc il faut que... Voilà, puis le caractère est contrasté. Vous voyez, donc là, Poco sul ponticello, ralenti, sans mesure fixe, alors que là, par contre, vous voyez, donc moi j'essaye de, selon les cas, j'utilise le système traditionnel, avec carrément, 66 à la noire pointée, c'est très très clair, et par contre, là, par exemple, col legno tratto, changement brusque de coup d'archet sur, voilà, où là, c'est à la discrétion du musicien. Alors, je vais vous donner, donc, il faut que je trouve une partition verbale. Alors, où est-ce qu'elles sont ? Excusez-moi, mais c'est faut que je cherche. Alors, je ne comprends pas, je ne trouve pas mon propre bouquin, c'est extraordinaire ça. Ah si, voilà. Alors ça, en fait, j'ai fait un livre qui ne comprend que toutes ces partitions verbales que j'ai travaillées. En fait, j'ai commencé ça en 68. Donc c'était vraiment tout à fait contemporain des premières partitions verbales aussi de Stockhausen. Bon, je ne dirais pas que j'ai essayé de l'imiter ou que... Bon, j'ai trouvé qu'on était plusieurs à l'époque d'ailleurs. Il n'y avait pas que... Donc, il y avait aussi, donc je vous ai cité Ferrari, Mirianou, etc. On était plusieurs à être tentés par ça. Donc ensuite, je les ai réunis et donc ça donne... voilà, par exemple, effleurer, je prends n'importe lequel, clavier, vent et corde. Clavier, préparer à partir du clavier un accord d'autant de sons qu'il y a de musiciens, note à note, parfois de façon muette. Non, je ne sais plus, qu'est-ce qu'il y a là sur le... Il y a le texte à l'écran? Non. Vous pouvez le lire, voilà. C'est pas la peine que je vous le lise. Oui, ça a été publié. Oui, absolument. Ça a été publié chez Kimé. Ah oui, absolument. Oui, parce que pour moi, ça avait du sens que ces textes, qui peuvent être, encore une fois, travaillés dans des contextes pédagogiques ou autres, puissent être lus par tout un chacun. Je veux dire, c'est des textes partitions qui sont tout à fait réalisables facilement. Voilà, donc là, vous voyez, c'est assez précis. C'est pas du tout aussi... il n'y a pas de volonté d'intention spiritualiste comme chez Stockhausen. Là, c'est vraiment un mode, une espèce de scénario, de synopsis, d'action, réaction pour un groupe de musiciens. Donc c'est très simple. C'est d'ailleurs assez proche à ce niveau-là de ce que Christian Wolff aussi a fait dans ce sens-là. C'est un petit peu cet esprit-là. Voilà, ça vous donne une idée. Je vous dis, j'en ai fait, il y en a 200 pages de texte partition. Est-ce qu'à ce moment-là... c'est celui-là que oui, c'est ça. Si possible, non. Il faut que ça marche. Voilà. L'idéal, si vous voulez, moi, mon grand plaisir, c'est quelquefois, ça m'arrive d'être joué sans être là, et de me dire, c'est pas mal,
parce qu'en fait, c'est passé alors que j'étais pas là. Parce que normalement, si vous voulez, c'est vrai que il faut que le compositeur disparaisse quelque part. Moi, j'envoie la partition, il faut qu'elle soit compréhensible. Ou si elle est ambiguë, il faut que les musiciens comprennent cette ambiguïté. Mais il faut pas qu'ils aient à m'appeler ou à dire mais on ne comprend pas à quoi correspond ce signe. Ça va pas, c'est que j'ai mal travaillé, c'est que j'étais pas clair. Donc il faut, moi je donne la partition et après, si possible, je laisse les gens se débrouiller. Mais en même temps, vous cherchez aussi peut-être cette chose-là, du lieu à l'interprétation. Alors on fait comment? Est-ce qu'on est quand même très très clair, sans être complètement, sans être le plus strict, mais en même temps on laisse quand même la part un peu poétique. Oui. C'est-à-dire que je donne les informations qui sont pour moi indispensables pour que la pièce ait une identité. Bon, alors après, je n'ai plus de, je suis pas d'accord donc avec la position de Feldman disant il y a eu un accord parfait, c'est pas possible. Ben non, rien n'indique qu'il soit interdit de faire un accord parfait dans sa partition. Là, c'est pareil. S'il y a des allusions tonales, c'est le problème des musiciens, c'est pas le mien. Je n'ai pas à interdire. J'ai donné les indications qui me semblaient les plus caractéristiques de ce projet-là, de ce petit projet de pièce. Vous voyez, je ne sais pas si ça répond à votre question. Après, j'assume. Bon, si ça ne me plaît pas, bah, ça c'est tant pis, comme ça. Mais encore une fois, tout dépend si les musiciens jouent le jeu ou ne jouent pas. Moi, je fais en sorte que ce soit assez clair, si vous voulez, c'est-à-dire qu'ils ne puissent pas faire n'importe quoi. C'était d'ailleurs le reproche que Cage avait adressé à Brown quand Brown lui a montré pour la première fois décembre 52. Et Cage était très hostile à ce moment-là. Il a dit « Mais tu te rends compte, tu vas donner ça aux musiciens, ils vont faire n'importe quoi. » Et Brown a dit « Mais non, parce que les graphismes sont disposés d'une certaine manière. Si on examine bien comment l'image est produite, on ne peut pas faire n'importe quoi. » Voilà, et puis quelques temps après, donc lui-même rejoindra ce courant des partitions graphiques. Mais c'est vrai qu'il faut savoir se situer en tant que compositeur. Et je vous dis, c'est différent pour chaque pièce, parce qu'encore une fois, on peut très bien, ça Cage a très bien montré, par exemple Cage avait des pièces extrêmement fixes à certains moments, et au même moment, il pouvait faire des pièces extrêmement ouvertes. Mais à chaque fois, on se pose, alors quel est mon projet? Est-ce que mon projet, c'est par exemple de faire un grand rassemblement de musiciens d'une manière très spontanée, etc. Ou bien est-ce que c'est d'écrire un solo très difficile pour violon? Donc dans la même période, il pouvait pratiquer ces deux types de choses. Et je trouve que c'est une richesse pour le compositeur actuellement de pouvoir jouer sur ces fameux tons de voix dont parlait Cardio. Ça, je trouve que c'est une très grande richesse et qui est malheureusement peu utilisée par les compositeurs qui, en général, considèrent que la notation, c'est quelque chose qui est déjà donné. Mais non, la notation n'est pas donnée. Je vous dis, si vous replongez vers le passé, vous apercevez que, bon, il y a une flopée de modes de notation possibles. Donc, elle s'est stabilisée pendant 2 siècles. Et puis, bon, le vocabulaire a complètement changé. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il n'y a pas des initiatives justement au niveau des logiciels pour créer des environnements de travail plus libres? Oui, c'est possible, mais là, moi, je ne suis pas très au courant. Je vous avoue que je suis, malheureusement, d'une génération, je ne suis pas de votre génération, et ça me rappellera toujours, vous connaissez peut-être beaucoup Rechlief, qui était un merveilleux compositeur, et puis un jour, on déjeunait ensemble à la radio, et donc qui a fait parmi les premières partitions mobiles. Et puis il me dit, « Travailles à l'ordinateur, toi ?» Je dis, « Ben non. » « Tu ne travailles pas à l'ordinateur ?» Je dis, « Non. » Je dis, « Mais je ne savais pas que tu faisais ta musique. » Il me dit, « Pas ma musique, mes textes. » Ah, je dis tes textes, oui, moi aussi, mes textes, je les fais avec l'ordinateur. Ma musique, t'es fou, toi. Je dis, écoute, tu me dis... Non, c'est très, très difficile. J'aimerais bien... c'est possible, hein, mais alors là, moi, je ne peux pas vous répondre exactement.
tout ce que j'ai vu comme logiciel actuellement ne m'a pas paru satisfaisant. J'avoue que j'ai perdu patience. À un moment, j'avais tout simplement, pour une partition pour piano, 2 croches superposées à un triolet, et il me refusait ça. Je dis, non, ça commence mal. Là, s'il me refuse ça, c'est tellement simple. Non, là, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc, j'ai lâchement laissé tomber, mais peut-être que ça va venir. Je ne sais pas, j'ai encore reçu il y a 2-3 jours, une publicité pour apparemment un logiciel qui serait plus adapté. Je ne sais plus ce que c'est. Moi, je vous dis, c'est vrai que c'est un temps très très long pour faire ça, alors que quand je le fais à la main, c'est quand même plus pratique. Mais bon. Mais c'est vrai que ça devient problématique parce qu'on m'a dit, par exemple, récemment, que dans les concours de composition, on ne pouvait plus envoyer de partitions manuscrites. Dans certains concours, peut-être pas tous, on m'a dit il faut envoyer des partitions donc informatisées. C'est effrayant. Vraiment effrayant, parce que ça veut dire de maîtriser parfaitement, ou alors je vous dis, ou alors de se caler dans des conventions très étroites. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas. Ah oui, absolument. Ah oui. Ah non, j'ai déposé à la SACEM. Ah oui, mais enfin, vous savez, vu le nombre de droits, je ne sais même pas si ça a été déclaré comme écrit littéraire, hein, ça j'en sais rien, je ne sais plus. De toute façon, ça n'aurait pas rapporté grand-chose. Mais par contre, les partitions sont mais ça fait longtemps que j'en ai pas déclaré des partitions verbales, donc je ne sais plus comment j'ai fait à l'époque. Je ne sais plus trop bien comment j'avais pu faire, mais c'est vrai que c'était très très embêtant parce que c'était tellement peu adapté. Oh. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup.